Une route née de pneus usagés défie soudain les modèles qui engloutissent des milliards chaque année. Alors que les experts dénoncent l'idée comme primitive, des chiffres contradictoires surgissent, un coût réduit de près de 40% et une résistance accrue face aux pluies les plus violentes, créant une tension inattendue entre orthodoxie technique et ingénierie locale. Que signifie réellement, pour ceux qui observent l'Afrique de loin, le pari d'Ibrahim Traoré sur une matière considérée comme un simple déchet? Une piste s'ouvre, brève mais décisive. Ce projet, né d'une idée presque trop simple pour être prise au sérieux, promet bien plus qu'une innovation technique. Il redéfinit la manière dont un pays, comme le Burkina Faso, peut bâtir ses infrastructures sans s'incliner devant les modèles étrangers. Le bénéfice central est clair, ouvrir une voie durable et souveraine pour des communautés longtemps privées d'accès essentiel. En montrant qu'un matériau rejeté peut devenir un levier de développement, l'initiative place la barre très haut pour ceux qui affirment que l'Afrique doit dépendre d'investissements massifs venus d'ailleurs. Mais derrière cette promesse se cache un enjeu bien plus large: la capacité d'un État à reprendre le contrôle de son avenir économique, social et écologique dans un contexte où les multinationales dictent souvent les choix d'infrastructures. Si cette méthode continue de prouver sa robustesse, elle pourrait devenir un précédent continental, un modèle accessible aux régions rurales qui paient le prix fort de l'isolement. Et pourtant, une question demeure, suspendue comme un test invisible. Que se passe-t-il si cette piste alternative fonctionne mieux que les normes internationales? La révélation est arrivée plus tôt que prévu. La première route testée a résisté toute une saison des pluies, là où les modèles classiques cèdent parfois en moins de 30 jours. Ce contraste, brutal et mesurable, a immédiatement déplacé le centre de gravité du débat, forçant même les sceptiques à reconsidérer ce qu'ils pensaient acquis sur les infrastructures africaines. À partir de ce moment, le projet soutenu par Ibrahim Traoré n'a plus été perçu comme une simple expérimentation ingénieuse, mais comme une rupture méthodologique qui remettait en cause l'ordre dominant. Les ingénieurs burkinabés, longtemps relégués au second plan dans des projets menés par des entreprises étrangères, ont soudain trouvé une validation inattendue. Une technologie locale pouvait surpasser les recettes internationales censées être indiscutables. Cette bascule a surpris parce qu'elle provenait d'un matériau considéré comme dénué de valeur, le pneu usagé, mais aussi parce qu'elle révélait un potentiel enfoui sous des années de dépendance structurelle. Dans les villages où les premiers tronçons ont été posés, le changement s'est fait sentir immédiatement. Les habitants ont vu non seulement une route, mais une preuve tangible que leur pays pouvait produire une solution robuste, économique et adaptée à ces réalités climatiques extrêmes. Ce n'était plus la question d'imiter les standards occidentaux, c'était l'affirmation d'un modèle africain construit sur l'ingéniosité locale et l'implication communautaire. Les marcheurs, les commerçants, les agriculteurs, tous ont compris que cette expérience pouvait marquer la fin des années où les pluies coupaient les villages du reste du monde. En parallèle, les observateurs internationaux ont commencé à percevoir l'initiative sous un autre angle. Loin d'un geste de provocation politique, elle s'imposait désormais comme une étude de cas crédible sur l'infrastructure durable en climat difficile. Et dans ce glissement de perspective, un message prenait corps. Si une innovation née à Koudougou peut renverser des certitudes établies depuis des décennies, alors les cadres traditionnels doivent être réexaminés de fond en comble. Dans les premiers villages concernés, 2 scènes brèves ont cristallisé l'impact humain du projet. À Koudougou, un groupe d'agriculteurs a vu leur trajet quotidien vers le marché passer de 3 heures à moins d'1, simplement parce que la nouvelle route en pneus recyclés restait praticable après les orages violents. Leur production, autrefois abîmée par les détours improvisés, arrivait désormais intacte, permettant des revenus plus réguliers et la réduction des pertes saisonnières. Un peu plus loin, dans une école isolée, les enseignants ont constaté une hausse notable de présence. Lorsque la piste traditionnelle disparaissait sous la boue, les élèves étaient souvent bloqués plusieurs jours. Avec le nouveau revêtement, les classes restaient accessibles, même sous la pluie la plus dense. Cette amélioration, discrète mais décisive, a transformé la perception des familles quant à la fiabilité des services publics. Ces microcases ont servi de fil conducteur pour comprendre ce que l'initiative représentait réellement,
non pas un simple gain technique, mais une modification directe du lien entre citoyens et État. En montrant que des infrastructures locales pouvaient tenir là où les routes coûteuses s'effritaient, le projet soutenu par Ibrahim Traoré révélait la possibilité d'un basculement durable dans la manière d'imaginer le développement rural. La logique dominante, celle qui associait modernité à matériaux importés, se fissurait soudain. Et au cœur de ces retours concrets, une question restait claire. Le changement commence-t-il par des preuves visibles ? Tout commence lorsque les premières critiques publiques visent le projet. Des experts internationaux, s'appuyant sur des normes importées, affirment que les routes en pneus recyclés ne tiendront pas un cycle climatique complet. Les médias, reprenant ces doutes, installent un climat de scepticisme généralisé. Pourtant, sur le terrain, les équipes locales avancent rapidement. À chaque tronçon posé, les habitants participent, collectent, découpent, compactent. L'élan communautaire surprend même les administrations locales, habituées à une dépendance quasi automatique envers les solutions étrangères. Ibrahim Traoré, suivant de près l'évolution, insiste pour étendre les tests aux zones les plus exposées aux pluies. Ce choix audacieux crée une tension immédiate. Mettre à l'épreuve une méthode encore considérée comme marginale devient un acte assumé de confrontation contre les certitudes établies. La saison des pluies arrive plus tôt que prévu. Violente, dense, longue. Les routes traditionnelles dans plusieurs régions se dégradent dans quelques jours. Fissures, effondrements partiels, ornières profondes. Les villages isolés le restent, parfois davantage. Pendant ce temps, les premiers segments en pneus recyclés sont observés de près. Les équipes gouvernementales reviennent chaque semaine, mesurent, comparent, inspectent. À la surprise générale, les structures tiennent. Pas seulement correctement, elles résistent mieux que prévu, mieux que les routes classiques, mieux que les standards importés. Pour les défenseurs du projet, c'est un basculement. Pour les sceptiques, un choc. Pour la population, une preuve matérielle que l'ingéniosité locale n'est pas un slogan, mais une capacité réelle. Les réactions internationales, elles, se crispent. Certaines entreprises dénoncent un risque structurel, d'autres exigent des audits. Ce tumulte, paradoxalement, amplifie la tension autour du projet. Là où il devait rester un test discret, il devient un enjeu géopolitique miniature. Et au centre de cette agitation, un fait simple s'impose. Une route en pneus a survécu à ce que beaucoup considéraient comme un test fatal. Une fois la pluie passée, les conséquences se déploient rapidement. Les communautés ayant bénéficié des premiers tronçons réclament l'extension du programme. Les autorités régionales, jusque-là prudentes, se rallient progressivement. L'effet domino se propage, plus de pneus collectés, plus de jeunes formés, plus de villages impliqués. Les opposants doivent réorganiser leurs arguments, car le terrain contredit leurs hypothèses. Les observateurs étrangers, perplexes, commençaient à reconsidérer leur lecture habituelle du développement africain. Le projet, soutenu directement par Ibrahim Traoré, n'était plus une idée iconoclaste. Il devenait un précédent, un modèle, une alternative crédible. La notion même de dépendance technologique se trouvait ébranlée, comme si chaque tronçon posait la même question silencieuse. Et si la vraie innovation venait des marges, pas des centres de pouvoir. Dans les villages, les habitants racontent désormais la saison des pluies d'une autre manière. Non plus comme une épreuve inévitable, mais comme un test qu'ils ont réussi à surmonter. Le cœur du projet entre alors dans sa phase la plus scrutée, la vérification quantitative. Pour Ibrahim Traoré, cette étape n'est pas un supplément technique, mais le point de bascule qui doit établir de manière incontestable la validité d'une méthode longtemps sous-estimée. Les équipes de suivi, composées d'ingénieurs locaux et de techniciens formés dans les premières régions pilotes, adoptent un protocole simple. Comparer ce que les routes en pneus promettaient au départ, le baseline, avec les résultats réels obtenus sur le terrain, le delta. Cette approche élimine les spéculations théoriques et recentre le débat sur le mesurable, le concret, le vérifiable. Pour commencer, réduction de coûts d'environ 40%. Ce pourcentage correspond à l'écart moyen observé entre les chantiers utilisant du bitume importé et ceux réalisés avec des pneus recyclés. Autrement dit, cette économie libère des budgets publics pour d'autres besoins communautaires urgents.
Cette différence n'est pas seulement un gain comptable, elle modifie la logique même d'investissement pour les régions rurales. Là où une route classique exigeait un financement extérieur, souvent assorti de conditions politiques ou commerciales, la nouvelle méthode permet de déployer des infrastructures sans alourdir la dette nationale. Soudain, la planification locale devient plus souple. Les villages peuvent proposer des tronçons supplémentaires. Les autorités régionales ne sont plus contraintes par les limites imposées par les multinationales. Une fenêtre d'autonomie budgétaire s'ouvre, générant un effet de levier rare dans les pays dépendant des importations de matériaux. Ensuite, résistance aux intempéries supérieures après plus d'une saison des pluies. Les inspections montrent que les structures restent intactes là où les routes traditionnelles se fissurent. Autrement dit, la stabilité prolongée réduit drastiquement les réparations après chaque saison humide. Ce delta de durabilité entraîne une transformation silencieuse mais profonde. Les communautés n'ont plus à réinvestir année après année dans des réparations coûteuses et inefficaces. Les trajets restent stables, les commerces fonctionnent, les marchés ne se paralysent plus sous l'effet des inondations. Les observateurs internationaux, habitués à considérer ces régions comme structurellement vulnérables, doivent revoir leur catégorie d'analyse. Une route qui tient une saison complète devient un phénomène. Une route qui en tient deux devient un précédent stratégique. Enfin, environ 70% de main-d'œuvre locale mobilisée. Ce taux reflète la participation directe des habitants dans chaque opération de construction. Autrement dit, cette implication renforce la cohésion sociale et stimule l'économie villageoise. L'effet de ce delta dépasse les attentes initiales. Une main-d'œuvre localisée signifie un savoir-faire localisé. Chaque jeune, formé à la transformation des pneus, devient un relais technique capable de reproduire la méthode ailleurs. Chaque collectif villageois impliqué devient un noyau d'organisation communautaire susceptible d'étendre le modèle. Ce n'est pas qu'un chantier, c'est une chaîne de transmission et d'autonomisation. En combinant ces trois mesures, coût, résistance, main-d'œuvre, le projet soutenu par Ibrahim Traoré franchit un seuil analytique. Il n'est plus un défi lancé aux infrastructures classiques, il devient une démonstration de performance alignée aux besoins du terrain. Baseline Delta, les écarts racontent une seule histoire. L'Afrique peut produire des solutions entièrement conçues pour elle-même. Deux positions se font face, chacune portée par une logique solide lorsqu'on l'examine sans préjugés. D'un côté, les partisans des méthodes traditionnelles affirment qu'une infrastructure durable doit s'appuyer sur des matériaux contrôlés, standardisés, validés par des décennies d'ingénierie internationale. Pour eux, les pneus recyclés demeurent une matière instable, trop sensible aux variations thermiques et insuffisamment éprouvée pour garantir la sécurité à long terme. Ils soutiennent aussi que les systèmes de contrôle qualité nécessaires aux chantiers modernes risquent de devenir inopérants lorsque la production repose sur des matériaux collectés de manière communautaire. Leur inquiétude se concentre sur un point précis, et si la durabilité apparente n'était qu'un effet temporaire. De l'autre côté, les défenseurs de l'approche burkinabé rappellent que les infrastructures importées échouent déjà à répondre aux réalités du terrain. Les routes classiques se dégradent rapidement sous la pluie, demandent un entretien coûteux et mobilisent des matériaux qui doivent être acheminés sur de longues distances. En comparant les performances constatées dans les villages pilotes, il souligne un élément que les critiques négligent. Les pneus sont conçus pour résister à la chaleur, à la friction, aux chocs répétés, autant de contraintes que les routes burkinabées affrontent chaque jour. Là où le béton fissure, le caoutchouc absorbe. Là où l'asphalte s'effrite, le matériau recyclé amortit. Cette réponse n'est pas idéologique. Elle s'appuie sur les résultats mesurés dans les premières zones testées, où la route formée de pneus a tenu plus d'une saison des pluies sans dommages sérieux, contrairement à plusieurs tronçons traditionnels. Le point d'équilibre apparaît alors. La méthode n'abolit pas les standards, elle les réadapte. Elle n'ignore pas les risques. Elle en propose une lecture contextualisée. La confrontation entre les deux visions n'aboutit pas à un vain conflit, mais à un constat. Les critiques théoriques ne résistent pas aux observations de terrain. Une bascule inattendue surgit. Ce point médian n'est pas un simple pivot narratif. C'est le moment où le projet cesse d'être perçu comme une alternative marginale pour devenir un enjeu de souveraineté pleinement assumé. Dans plusieurs régions, les équipes techniques
observent un phénomène qui surprend même les initiateurs. Les routes en pneus recyclés n'affichent pas seulement une bonne tenue, elles montrent une stabilité supérieure lors des pics d'humidité, alors que les structures traditionnelles commencent déjà à céder. Ce constat, relayé discrètement dans les rapports internes, pousse Ibrahim Traoré à accélérer l'extension vers des zones initialement exclues du pilote, notamment celles où les effondrements sont les plus fréquents. Cette décision crée un effet d'entraînement. Les administrateurs régionaux, autrefois prudents, réclament désormais leur propre tronçon d'essai. En coulisses, les grandes entreprises internationales réalisent qu'un modèle communautaire, bon marché et résilient pourrait redéfinir les priorités d'investissement. Le débat ne porte plus sur la faisabilité, mais sur l'inévitable question suivante. Si cette approche continue de fonctionner, combien de paradigmes devront être révisés ? Les répercussions du projet s'étendent désormais bien au-delà des premiers villages. Pour mesurer pleinement son impact, 4 zones, population rurale, NN, acteurs économiques, DN, administration nationale, ND, et cadre régional, KV, offrent une lecture claire de la transformation en cours. Du côté des populations rurales, dans les zones les plus isolées, les routes en pneus recyclés ont réduit considérablement le temps nécessaire pour atteindre les hôpitaux, les écoles ou les marchés. Là où la saison des pluies paralysait autrefois les déplacements, les habitants constatent désormais une continuité rare. Les trajets restent possibles, même après les averses les plus denses. Cette accessibilité nouvelle modifie la vie quotidienne. Les agriculteurs peuvent transporter leurs récoltes avant qu'elles ne se détériorent. Les élèves arrivent plus régulièrement en classe. Les femmes, souvent responsables de l'acheminement des produits vers les places marchandes, voient leurs revenus stabilisés. La perception du service public change, car la route cesse d'être un obstacle saisonnier pour devenir un lien fiable. Du côté des acteurs économiques, les commerçants locaux, d'abord hésitants, s'appuient désormais sur des trajectoires plus sûres pour étendre leurs activités. Les coûts de logistique diminuent car les détours imprévus et les réparations de véhicules liés aux routes dégradées deviennent moins fréquents. Dans certaines petites villes, de nouveaux points de collecte se créent pour centraliser les pneus usagés, générant ainsi une chaîne économique secondaire. Les plus jeunes, attirés par la possibilité d'un revenu local, se forment aux techniques de transformation du matériau. Dans cette dynamique, le modèle Traoré, comme certains commencent à l'appeler, devient un moteur de micro-entrepreneuriat, là où les investissements étrangers tardaient à arriver. Du côté de l'administration nationale, pour l'État burkinabé, les résultats obtenus sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré offrent un levier budgétaire inédit, les dépenses d'entretien diminuent, les infrastructures restent fonctionnelles plus longtemps, et les régions qui nécessitaient autrefois des interventions d'urgence peuvent être planifiées différemment. Cette réallocation progressive des ressources permet de financer des secteurs négligés, notamment la santé, l'eau et l'éducation. La transformation n'est pas seulement technique, elle devient institutionnelle. L'administration voit naître un modèle où la souveraineté matérielle, produire avec ses propres ressources, renforce la souveraineté décisionnelle. À l'échelle régionale et continentale, au-delà des frontières, plusieurs pays observent l'expérience burkinabé comme un précédent. Les délégations techniques venues étudier les premiers tronçons reconnaissent que la méthode bouscule les hiérarchies habituelles dans les projets d'infrastructure. Les grandes entreprises de construction, jusque-là dominantes, voient leur monopole remis en question par une approche locale, économique et adaptée aux réalités rurales africaines. Certains gouvernements voisins envisagent leurs propres pilotes, attirés par l'idée qu'un continent longtemps dépendant de modèles externes puisse affirmer un modèle opérationnel issu de ses propres contraintes. À cette échelle, la portée symbolique devient stratégique. Le projet montre qu'une innovation pensée pour le terrain africain peut redéfinir les rapports de force régionaux. Dans un premier scénario, dans les mois à venir, l'hypothèse la plus réaliste est celle d'une extension progressive du projet dans les régions où les premiers résultats ont été jugés les plus probants. Les autorités locales consolident les chaînes de collecte, renforcent la formation technique et multiplient les points de transformation de pneus. Cette croissance reste cependant mesurée. Chaque tronçon construit sert de validation supplémentaire avant le passage à l'échelle nationale. L'État concentre ses efforts sur les zones rurales prioritaires, où l'impact socio-économique est immédiat. Ce scénario
stabilise le modèle et réduit les risques de dérive logistique sans chercher une accélération trop brusque. Dans un scénario plus optimiste, si les dynamiques actuelles se prolongent, un second scénario plus ambitieux peut émerger. Les résultats observés dans les régions pilotes incitent les pays voisins à lancer leurs propres expérimentations. Des équipes techniques étrangères viennent analyser les performances et certains gouvernements envisagent d'intégrer la méthode dans leur programme d'infrastructure rurale. Dans cet horizon, le Burkina Faso devient un laboratoire régional. Une filière économique complète pourrait se structurer autour de la collecte, du tri et de la transformation des pneus, générant des emplois supplémentaires et ancrant le pays comme pionnier d'une innovation africaine endogène. Dans ce cas, l'approche burkinabé n'est plus seulement une solution locale, elle évolue en standard émergent. Dans un scénario plus difficile, un troisième scénario plus sombre repose sur l'apparition de contraintes simultanées. Saturation des chaînes d'approvisionnement en pneus, difficultés logistiques, retards administratifs ou pression internationale croissante. Des entreprises étrangères, voyant leur influence diminuer, pourraient intensifier leur campagne de doute sur la durabilité du modèle, entraînant un ralentissement politique. Les régions les plus isolées risqueraient alors de demeurer en marge du projet. Dans cette hypothèse, la méthode resterait prometteuse, mais limitée dans sa portée, faute d'une architecture institutionnelle suffisamment robuste pour soutenir la montée en charge. Une Kwenyi Tudui, lire les scénarios comme des leviers. Plutôt que de hiérarchiser ces trajectoires, l'enjeu est de comprendre ce qu'elles révèlent, la capacité d'un pays à transformer une innovation locale en stratégie durable dépend moins de la méthode elle-même que de l'écosystème qui l'entoure. Suivre cette grille de lecture permet de mieux anticiper les points de fragilité et d'actionner les bons leviers au bon moment. Pour celles et ceux qui observent cette transformation de loin, 3 angles permettent de comprendre pourquoi l'initiative résonne bien au-delà de ses résultats techniques. Pour celles et ceux qui vivent quotidiennement les infrastructures, pour les habitants concernés par les premiers tronçons, l'impact se mesure dans des gestes simples. Un trajet plus court, une récolte qui n'est plus perdue sous la pluie, une classe qui reste accessible même lors des averses les plus fortes. Cette amélioration du quotidien, concrète et immédiate, transforme leur rapport au territoire. Ils ne voient plus la route comme une frontière, mais comme une continuité. Et dans cette continuité, c'est la possibilité même d'imaginer un futur plus stable qui s'ancre. Pour les personnes qui suivent les enjeux sociopolitiques, pour les personnes attentives au débat sur la souveraineté africaine, le projet agit comme un révélateur. Il montre qu'une solution née localement peut répondre à des besoins structurels longtemps ignorés ou mal adressés par les modèles importés. Voir un pays mobiliser ses ressources pour créer une infrastructure durable ébranle la croyance selon laquelle les réponses doivent venir d'ailleurs. Cette réorientation de perspective crée une forme de reconnaissance silencieuse. L'ingéniosité locale peut être une force stratégique. Pour celles et ceux qui ne sont touchés qu'indirectement, pour un public plus éloigné, l'histoire fonctionne comme un miroir. Elle interroge ce que signifie construire, réparer, recycler, imaginer. Elle redonne une valeur à des matériaux considérés comme perdus et propose un récit alternatif sur la capacité des communautés à transformer leur environnement. Même à distance, cette dynamique invite à repenser la manière dont chacun perçoit l'innovation, non pas comme une technologie réservée aux grandes puissances, mais comme une réponse forgée à partir de contraintes réelles. En somme, l'initiative parle différemment à chacun, mais elle touche un point commun, la possibilité de changer les choses à partir de ce que l'on a. Pour que le modèle s'étende sans perdre sa cohérence, une feuille de route opérationnelle doit clarifier qui agit, à quel moment, et selon quels indicateurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette structuration devient un levier essentiel pour transformer une réussite locale en stratégie durable. Dans une première étape, les municipalités élaborent un registre des pneus usagés disponibles et organisent des points de collecte permanents. On l'évalue par un volume mensuel de pneus récupérés et taux de récurrence des dépôts. Dans une deuxième étape, chaque région met en place un atelier simplifié capable de découper, compacter et préparer les modules routiers. On l'évalue par une capacité de production hebdomadaire et stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dans une troisième étape,
les jeunes sont formés à l'usinage, au contrôle qualité et à la pose des modules, créant une compétence durable. On l'évalue par PAM, nombre de travailleurs certifiés et taux d'erreur constaté sur chantier. Dans une quatrième étape, les tronçons sont affectés d'abord aux zones à forte vulnérabilité climatique ou à faible connectivité sociale. On l'évalue par réduction mesurable du temps d'accès aux services essentiels. Dans une cinquième étape, un rapport vérifie la tenue des routes, les coûts réels, la résistance et l'entretien minimal requis. On l'évalue par taux de dégradation comparé aux routes classiques. Ce cadre n'est pas destiné à figer le modèle, mais à garantir son adaptation continue. En rendant chaque étape mesurable, il permet d'éviter l'improvisation et de sécuriser la montée en charge. Dans l'un des premiers villages où tout a commencé, la scène reste gravée. Les agriculteurs qui avaient vu leur trajet se réduire de plusieurs heures continuaient, saison après saison, à emprunter cette même route née de pneus usagés. Leurs pas étaient devenus plus sûrs, leur charge moins lourde, leur horizon moins fragile. Ce motif, celui d'un chemin qui transforme la vie ordinaire, revient aujourd'hui comme un fil qui relie tous les autres tronçons du pays. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette route n'a jamais été un simple ouvrage. Elle est devenue une preuve que la dignité peut se reconstruire à partir de ce qui semblait perdu. Et lorsque les habitants racontent comment la piste tient sous la pluie, comment elle maintient les écoles ouvertes, comment elle relie les marchés autrefois inaccessibles, ils ne décrivent pas une prouesse technique. Ils décrivent un futur possible. Le vieux geste, celui de poser le pied sur un sol enfin fiable, prend alors une valeur nouvelle. C'est le symbole d'un continent qui refuse de s'excuser d'exister et qui revendique sa propre manière d'avancer. Ce récit n'appelle pas à l'adhésion aveugle, mais à une conversation ouverte sur ce que peut devenir un continent lorsqu'il choisit de transformer ses propres contraintes en solutions. Les routes en pneus recyclés ne sont peut-être qu'un début, une illustration parmi d'autres de ce que des communautés déterminées peuvent accomplir sans attendre des modèles importés. Si cette histoire trouve un écho chez vous, c'est peut-être parce qu'elle montre qu'un changement durable ne naît pas seulement des grands projets, mais des gestes répétés, des initiatives modestes et de la capacité collective à créer autrement. Et si chaque lecteur apportait une question, une idée, une perspective nouvelle, l'expérience burkinabé deviendrait un espace de réflexion partagée plutôt qu'un simple cas d'étude. Partagez ce que vous inspire cette démarche. Faites entendre votre voix. Qu'auriez-vous imaginé pour renforcer ce modèle? Et surtout, restez curieux. C'est ainsi que naissent les transformations durables. Mais le cœur de cette histoire ne se résume pas à un leadership. Il réside dans la persévérance de ceux qui, comme Awa, transforment chaque journée en un acte d'autonomie. La ville change, les trajets aussi, mais c'est dans ces gestes silencieux que l'on comprend ce que représente réellement cette transformation. La dignité se construit bus après bus. L'histoire des 1000 bus du Burkina Faso n'est pas un simple épisode de politique publique. Elle ouvre un espace de discussion sur ce que peut devenir le développement lorsque les décisions se construisent de l'intérieur. Chacun, qu'il vive sur le continent ou ailleurs, peut y trouver une matière à réflexion. La souveraineté ne se décrète pas. Elle s'exerce, jour après jour, dans des choix concrets, mesurables et assumés. Le modèle burkinabé, avec ses forces et ses limites, ne demande pas à être imité tel quel. Il invite plutôt à repenser les trajectoires possibles, à envisager d'autres manières d'organiser la croissance, de former les compétences, de gérer les ressources. Partager cette histoire, c'est contribuer à ouvrir cette conversation. En la diffusant dans vos réseaux, en la questionnant, en la comparant à d'autres expériences africaines, vous participez à renforcer un débat essentiel, celui de la capacité des nations à définir leurs propres priorités. La transformation vient souvent de là où on ne l'attend pas. Elle se nourrit du dialogue, de l'analyse et de l'attention portée aux initiatives locales. Alors, que retenez-vous de ce parcours ?